Hello, c'est Anne-Estelle. Grâce à mon blog êtreparent.com, j'accompagne les parents sur 2 chemins que toutes les familles parcourent. Le premier, c'est la relation parent-enfant et le deuxième, la gestion des émotions. Aujourd'hui, je vous propose de cheminer ensemble sur le chemin des émotions et je vais vous parler de 2 sujets qui sont liés dans leur mécanisme. Le premier sujet, c'est la gestion des émotions en général, nos propres émotions et celles de nos enfants. Le deuxième, c'est les problèmes de concentration chez nous et chez notre enfant. J'ai à cœur de vous parler de ces thèmes pour 3 raisons. La première raison, c'est que je me suis battue pendant des années pour essayer de gérer mon trop-plein d'émotions et qu'il m'a fallu beaucoup de recherches pour commencer à trouver une solution. En fait, pendant des années, j'ai utilisé de mauvais réflexes, j'ai mis en place de mauvais processus et ça a aggravé mon problème. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider ceux qui vivent les mêmes tumultes émotionnels et leur dire que oui, il est possible d'arriver à gérer son hyper-émotivité. La deuxième raison, c'est que depuis que moi je suis maman, je vois à quel point c'est encore plus difficile de se canaliser soi-même et surtout d'aider son enfant à faire de même. Et je sais que tous les parents connaissent ces situations d'explosion où on ne sait pas comment réagir, comment accompagner l'enfant dans sa crise, comment se calmer soi-même, comment aider son enfant à se calmer, comment résoudre la situation. Je me suis donc dit que ça intéresserait sûrement les parents de savoir qu'il existe des solutions en pleine crise, mais également en amont pour que les crises soient moins fréquentes et qu'elles diminuent en intensité. La troisième raison qui m'a poussée à aborder la notion de gestion des émotions et de la concentration, c'est que ma fille de bientôt 4 ans a plus de difficultés à gérer son attention et ses émotions que la majorité des enfants. Et je sais qu'il y a parmi vous des parents qui ont des enfants que l'on qualifie d'hypersensibles ou d'hyperactifs. Je sais à quel point ce n'est pas évident tous les jours en tant que parent de répondre de manière positive et douce aux crises à répétition de son enfant. Mais là encore, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de fatalité. Mais d'ailleurs, comment sait-on que l'on a soi-même ou que son enfant a des problèmes à gérer ses émotions et sa concentration ? Je vous propose quelques exemples de situations qui vont peut-être vous sembler familiers. La première, c'est la difficulté à contrôler ses pensées et à chasser les idées parasites qui nous envahissent, surtout quand on est fatigué. Il y a la difficulté à se concentrer sur un travail ou une tâche, les trous de mémoire, la peur ou l'angoisse, que ce soit avant de parler, devant un groupe, quand on a un dossier à rendre, devant un contrôle, on a les jambes qui vacillent, on a la voix qui ne sort pas bien. Il peut y avoir le corps qui exprime physiquement le malaise intérieur, mal au ventre, envie de vomir, des agacements dans les jambes, des troubles du sommeil, des tensions musculaires, etc. Ça peut se traduire aussi par une hypersensibilité, les crises de larmes, de colère, voire même de rage face à une difficulté, une frustration ou un imprévu. Ça peut également être une irritabilité dans certains contextes, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de gens, quand les sens sont trop stimulés. Je prends souvent l'exemple de ma fille qui aime énormément faire du manège, mais elle ne montera que dans les manèges qui ont des musiques douces, comme au jardin de ville. Les manèges de foire lui font envie, mais la musique est tellement forte qu'à chaque fois elle va se mettre à pleurer, elle va même dire que ça lui fait mal aux oreilles. Il peut également y avoir un mauvais sommeil, le fait d'être dans la lune au lieu d'écouter, des problèmes à tenir en place. Voilà, il y a plusieurs facteurs comme ça qu'on peut trouver. Et sans avoir une difficulté en particulier ou un terrain génétique plus sensible, tout le monde est confronté un jour ou l'autre à des périodes de gestion de stress, de gestion d'émotions et de difficultés de concentration. On a tous envie de savoir canaliser ses émotions, de gérer son attention et sa concentration parce qu'on sait que cela permet beaucoup de choses positives. Le fait de réagir de manière réfléchie et calme, le fait d'être empathique, de mieux comprendre et aider les autres, le fait de trouver des solutions pour gérer des situations difficiles, le fait d'établir des relations saines et positives et enfin le fait de réussir ses apprentissages à l'école pendant ses études et même au travail. Il existe plusieurs raisons qui permettent d'expliquer pourquoi on a parfois, voire tout le temps, des difficultés à gérer ses émotions, son attention et sa concentration. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que d'une seule chose, notre cerveau. Chacun de nous possède 2 cerveaux en un. D'un côté, on a le cerveau intellectuel, rationnel, c'est-à-dire le cerveau de la logique et du raisonnement. Et de l'autre côté, nous avons le cerveau de l'irrationnel, des émotions, de la sensibilité. À cause de nos 2 cerveaux, intellectuel et émotionnel, il y a comme un combat entre la raison, que l'on appelle aussi émissivité, et les émotions, que l'on appelle réceptivité. L'erreur que nous faisons quasiment tous inconsciemment et que j'ai faite pendant des années, c'est de croire que notre cerveau est comme un téléphone qui peut à la fois penser et ressentir en même temps. Alors qu'en fait, il faut imaginer que notre cerveau est comme un talkie-walkie. Avec un talkie-walkie, soit vous écoutez, soit vous parlez, mais vous ne pouvez pas faire les 2 en même temps. Eh bien, il en est de même avec le cerveau. Le cerveau ne peut pas en même temps émettre et recevoir. Alors, on dit que le cerveau émet quand on pense, quand on raisonne, quand on se concentre sur quelque chose, quand on est dans la volonté et dans l'énergie. Et on dit que le cerveau est en réceptivité quand il reçoit les vibrations du monde extérieur grâce aux 5 sens,
le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe, et surtout quand il ne les analyse pas de manière intellectuelle. Le cerveau reçoit quand on sent au lieu de penser, il reçoit quand on accueille consciemment et que le mental est au repos. Et en fait, à chaque moment de notre vie, nous sommes soit en train de raisonner, soit en train de ressentir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est le cerveau émotionnel qui est le plus fort. Et oui, tout simplement parce que quand nos émotions sont calmes, nous pouvons raisonner à 100% avec le cerveau intellectuel. Mais plus les émotions montent en intensité, plus le raisonnement est perturbé. Du coup, la solution réside dans le cerveau émotionnel. Nous sommes tous nés avec un cerveau émotionnel surdimensionné. Mais avec la maturité, nous apprenons à raisonner et à contrôler nos émotions. Chez les enfants, leur cerveau émotionnel étant bien plus développé que leur cerveau intellectuel, il n'est pas étonnant qu'ils aient des difficultés à se concentrer, à gérer leurs émotions, à être attentifs. Cette notion de base à elle seule est déjà un bon départ pour comprendre comment nous fonctionnons et comment on peut rétablir l'équilibre. Une fois que nous avons compris cela, je vais vous présenter 2 manières d'améliorer considérablement notre quotidien. Tout d'abord, l'idéal serait de pouvoir gérer la crise de trop-plein émotionnel de son enfant quand elle a lieu, quand elle se présente. Pour cela, je vous propose 4 étapes. La première, c'est d'accueillir l'émotion de l'enfant avec douceur. La deuxième, c'est de mettre des mots sur le ressenti de l'enfant. La troisième, c'est de l'aider à résoudre son trop-plein d'émotions. Pour cela, on peut le faire soit avec des objets, par exemple un ballon de baudruche dans lequel on aura mis de la pâte à modeler, l'enfant peut le malaxer autant qu'il veut, donc soit avec des objets, soit grâce à des exercices. Par exemple, grâce à un exercice de respiration. Inspirez profondément avec le nez et expirez lentement avec la bouche. Dans les 2 cas, le but est de calmer le cerveau émotionnel par la réceptivité, par le toucher ou par la respiration. La 4e étape, après la crise, c'est de débriefer. Ces 4 étapes fonctionnent aussi pour soi quand on sent la crise de nerfs arriver. Il suffira alors d'accueillir notre propre émotion et non de la refouler, de la nommer, c'est-à-dire de la reconnaître, de la résoudre grâce à un exercice et puis, à la fin, de faire le point. Je vous disais qu'il y avait 2 manières d'améliorer son quotidien. Donc la première, c'est de savoir gérer la crise quand elle a lieu. Et la deuxième, c'est de faire de la prévention. Voici 3 étapes que je vous propose. Je vous ai expliqué que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est à cause du cerveau émotionnel. Et puisque la solution réside dans le cerveau émotionnel, dans la réceptivité, la première étape que je vous propose, c'est de travailler cette réceptivité, qu'on met souvent de côté, au travers des 5 sens, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat, grâce à des exercices adaptés. Les exercices faits en amont permettent de calmer la crise très efficacement, voire même de l'éviter, parce qu'on va apprendre à repérer les signes et à faire les exercices adaptés selon la situation. Une fois que le cerveau émotionnel est apaisé, mis au repos grâce à la réceptivité, on peut alors apprendre à se concentrer. Il existe alors plusieurs exercices pour travailler en amont la concentration. Et ces mêmes exercices sont alors très efficaces quand on n'arrive plus à se concentrer sur un travail, sur un devoir, un dossier, quand on est en cours, etc. La dernière étape, c'est de découvrir concrètement comment on peut apprendre à se déconcentrer, c'est-à-dire à accorder de moins en moins d'importance à une idée ou à une émotion trop envahissante, pour ensuite soit l'éliminer, soit la mettre à distance. Là encore, cela se fait au travers de différents exercices. Les 3 étapes que je viens de vous décrire fonctionnent toutes sur le même principe. Tester les exercices quand tout va bien, les intégrer de manière quotidienne et les mettre en application dès que nécessaire pour diminuer les crises, leur intensité et se sentir apaisé rapidement. Le but de ces exercices est de rétablir l'équilibre au niveau du cerveau entre le cerveau intellectuel et le cerveau émotionnel. Et c'est ainsi que par des exercices courts mais efficaces, on se sent beaucoup moins stressé, beaucoup plus apaisé et on vit de manière positive les aléas de la vie. Dans cette vidéo, je vous ai présenté 2 solutions qui marchent pour moi-même, mais aussi pour ma fille et qui peuvent fonctionner pour vous aussi. La première solution, c'est de gérer la crise quand elle se présente. Et la deuxième, c'est d'espacer les crises et de diminuer leur intensité. Maintenant, je vous propose d'aller plus loin et de découvrir en détail plusieurs éléments. Les problèmes et les symptômes dus à une mauvaise gestion des émotions et de l'attention chez les adultes mais chez les enfants parce que les symptômes ne sont pas les mêmes, et des exemples concrets. Le mien est celui de Gillian Lynn, une enfant hyperactive qui est devenue ensuite danseuse professionnelle. Je vous propose d'approfondir les causes d'une mauvaise gestion des émotions et de la concentration. Nous allons voir en profondeur le combat entre le cerveau émotionnel et le cerveau intellectuel, mais on ne va pas s'arrêter là. On va voir 3 particularités, 3 organes liés à la gestion des émotions, comment ils fonctionnent, l'essentiel sur l'utilité des émotions et les 3 sources de stress dues à la fragilité et à la lente maturation du cerveau de l'enfant. Vous allez découvrir également 10 facteurs qui favorisent une mauvaise gestion des émotions et de la concentration, notamment l'attachement insécure,
la fatigue ou encore l'hypersensibilité sensorielle. Voici 3 petits exemples. Mais ce n'est pas tout. Vous allez découvrir aussi comment mieux vivre les émotions et la concentration au sein de votre famille grâce au portage psychique de l'enfant et au modèle d'attachement que vous choisirez, qui vous permettra même de modifier le terrain génétique de votre famille. Enfin, vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous aurez appris grâce à 25 exercices inédits, parce que la théorie sans la pratique, ça ne sert pas à grand chose. Alors pour accéder à tout ce contenu, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant sur la vidéo. Vous aurez alors accès au module plus théorique et ainsi qu'aux exercices pratiques et à d'autres surprises que je vous laisse découvrir en bas de la page qui va s'afficher dès que vous aurez cliqué sur le lien. À très bientôt!